Maria Salomea Skłodowska est née le 7 novembre 1867 à Varsovie. Son père est professeur de maths et de physique et sa mère institutrice. La vie de Maria commença malheureusement tragiquement. À 9 ans, elle perd sa sœur Zofia, emportée par le typhus. Et 2 ans plus tard, c'est sa mère qui décédera de la tuberculose. Maria se réfugie alors dans les études. À force de travail, elle devint première de la classe et obtint son diplôme de fin d'études en 1883. Bon, pour vous la faire courte, à 16 ans, Maria obtient son bac général avec félicitations du jury dans toutes les matières, y compris les 4 langues disponibles à l'époque, le russe, le français, l'anglais et l'allemand. Et là, on pourrait se dire, c'est parti, elle va tout déchirer. Mais non. Enfin, oui, mais pas tout de suite. Là, Maria est en Pologne en 1883. Et, en 1883, toute la Pologne est sous domination de l'Empire russe. Toute ? Non. Car une petite école peuplée d'irréductibles professeurs résiste encore et toujours à l'envahisseur. Cette école s'appelle l'Université volante. Le principe de cette école est assez simple. En Pologne russe, en 1883, les femmes n'ont pas le droit de faire d'études supérieures. Cette école décide donc d'enseigner aux femmes de manière cachée. Et pour se cacher, l'école décide de donner des cours dans des appartements différents, de manière très irrégulière. Ce qui fait que la police ne peut plus les localiser. On y enseignait l'histoire, les sciences sociales, les sciences naturelles et les mathématiques. Bon ok, pas de chimie, mais c'est déjà pas mal. Maria adhère totalement à l'idée de cette école, mais n'ayant pas assez d'argent pour pouvoir y étudier, elle décide de rejoindre sa sœur Bronia, localisée à Paris, en train de faire ses études de médecine. Maria, qui se fait désormais d'ailleurs appeler Marie, passe un deal avec sa sœur. Pendant plusieurs années, Marie travaillera comme préceptrice auprès de familles riches pour pouvoir payer les études de Bronia. Et une fois diplômée, Bronia pourra payer les études de Marie. Ainsi, en 1891, à la fin des études médicales de sa sœur, Marie commence des études de physique à l'Université de Paris. Elle fera partie des 26 étudiantes scientifiques sur un total de 776 étudiants. C'était vraiment une autre époque. Marie étudie donc la physique dans la Fac des sciences de Paris. En 1893, elle obtient sa licence de physique avec mention très bien. Et comme si ça ne lui suffisait pas, 1 an plus tard, elle obtient sa licence de mathématiques avec cette fois-ci la simple mention assez bien. Comme quoi, elle peut être quand même assez moyenne. En parallèle de ses études, Marie travaille sur le magnétisme dans le laboratoire du professeur Gabriel Lippmann, futur prix Nobel. Mais ce laboratoire n'a pas tout à fait le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser les mesures précises que Marie demande. Joseph Kowalski, un collègue de Lippmann, conseille à Marie d'aller travailler à l'école municipale de chimie et physique industrielle. Dans ce laboratoire, elle rencontrera un spécialiste du magnétisme, un certain Pierre Curie. Né à Paris en 1859, il se prend très vite de passion pour les sciences. Il travaille à partir de 19 ans en tant que laborantin à la Faculté des sciences de Paris, en compagnie de son frère Jacques. Non, je ne ferai pas la blague. Les 2 frères découvrent le phénomène de piézoélectricité, le fait que quand on écrase un cristal particulier, ce cristal produit de l'électricité. Ils travaillent pendant plusieurs années sur les cristaux piézoélectriques, mais quelque chose le turlupine Jacques. Lui, il voudrait se lancer dans l'enseignement. C'est ainsi que les 2 frères se séparent en 1883. Jacques devient professeur de minéralogie et Pierre chef des travaux dans la toute nouvelle école municipale de physique et chimie industrielle. Marie et Pierre se rencontrent donc en 1894. Ils travaillent ensemble au quotidien et vont très vite se rapprocher l'un de l'autre. Tant et si bien qu'en 1895, Marie retourne à Varsovie. Quoi ? Ah oui, elle retourne à Varsovie parce que sa famille lui manque, ça fait quand même 4 ans qu'elle est partie, et parce qu'elle souhaiterait aussi enseigner dans la fameuse Université volante. Mais bon, elle revient très vite à Paris quand Pierre la demande en mariage, et ils se marient le 26 juillet 1895. À la fin des années 90, enfin 1890, une nouvelle découverte va bouleverser le monde de la physique. La découverte des rayons X par Wilhelm Röntgen.
Röntgen, d'ailleurs futur prix Nobel, se rend compte que certains éléments, quand ils sont exposés à de la lumière, peuvent émettre ces fameux rayons X. Un physicien français, Henri Becquerel, se demande si les sels d'uranium qu'il possède auraient la même propriété. Mais en stockant ces sels d'uranium dans un tiroir avec une plaque photographique, Becquerel se rend compte que l'uranium produit ses propres rayons, qu'il appellera les rayons uraniques. Marie est très intriguée par ces résultats. En 1897, elle décide de se lancer dans une thèse de doctorat qui étudiera ces rayons uraniques. Grâce à une machine fabriquée par Pierre et son frère Jacques, Marie va étudier beaucoup de cailloux et va se rendre compte que les rayonnements issus de ces cailloux dépendent de la composition des cailloux. Je fais beaucoup de fois le mot caillou. L'uranium et le thorium, par exemple, émettent des rayons en très grande quantité. Et plus étonnant encore, elle étudie des cailloux dont la composition n'est pas encore connue et découvre de nouveaux rayonnements. Ces rayonnements n'appartenant à aucun élément connu, elle se rend compte qu'elle venait de découvrir un nouvel élément. En l'honneur de son pays natal, elle renomme cet élément le polonium. Tous les trois découvrent plus tard aussi un nouvel élément qui émet des rayonnements beaucoup plus forts que ceux mesurés jusque-là. Rayonnement, du latin radius, leur inspira le nom radium. Bon, qu'on récapitule. Marie, Pierre et Jacques viennent de découvrir une nouvelle branche de la physique, la radioactivité. Ils viennent de découvrir deux nouveaux éléments, le polonium et le radium. Et, je ne vous l'avais pas dit, mais Marie a reçu un prix de thèse pendant sa première année. Donc tout ça en un an de thèse. C'est quand même des génies. Ainsi, en 1903, Marie, Pierre Curie et Henri Becquerel reçoivent le prix Nobel de physique pour l'étude de ces rayonnements. Les recherches allaient bon train, mais en 1906, Pierre meurt écrasé par une voiture à cheval. Marie souffre beaucoup de la perte de Pierre. Heureusement, elle est bien épaulée par Jacques et Eugène Curie, le père de Pierre. Elle remplacera son mari dans le rôle de chef de leur laboratoire et d'enseignante à la Sorbonne. Elle devint ainsi la première Française directrice d'un laboratoire en France et la première femme professeure à la Sorbonne. Ce cours fut d'ailleurs largement relayé par la presse. Son cours terminé, et après avoir donné une vision de la petite lueur bleue du radium, Madame Curie se retira comme elle était apparue, modeste et simple, insensible aux applaudissements et aux ovations de son auditoire. En 1911, Marie Curie reçoit un deuxième prix Nobel, de chimie cette fois-ci, pour l'étude et la découverte du radium. Elle devint ainsi la première personne au monde à recevoir 2 prix Nobel. Et il faudra attendre 50 ans pour avoir une deuxième personne à recevoir aussi 2 prix Nobel, un certain Pauling dont on parlera plus tard. Aujourd'hui encore, seulement 5 personnes ont reçu 2 prix Nobel, et seulement 2 dans 2 domaines différents. Pour comparaison, Einstein, lui, n'en a reçu qu'un seul. Bouh, quel nul! En 1914, lorsque la guerre éclate, Marie et sa fille Irène créent les petites Curie, des voitures équipées de radios. Grâce à ces appareils, les éclats d'obus et les os cassés sont beaucoup plus facilement repérés et les soldats plus facilement réparés. Elles se rendent d'ailleurs elles-mêmes sur les champs de bataille pour pouvoir aider les médecins. Après la guerre, Marie s'intéresse au développement de la recherche à l'échelle mondiale. Elle s'investit notamment dans la Commission internationale de la coopération intellectuelle, œuvrant pour la paix et la science. Puis, probablement à cause de l'exposition prolongée aux radiations, Marie meurt en 1934 d'une anémie. Son corps et celui de Pierre reposent aujourd'hui au Panthéon, scellés dans des caveaux en plomb pour éviter la propagation des radiations émanant de leur corps. Bon, que retenir de la vie de Marie Curie? Déjà, qu'on soit bien d'accord, Marie Curie était un génie. Une génie? Qu'on soit d'accord, Marie Curie était géniale. Mais pas géniale comme Einstein avec des intuitions hors normes, géniale par son travail. Enfant, elle était déjà hyper assidue, et si elle retenait très facilement ce qu'elle apprenait, c'est parce qu'elle était hyper curieuse de tout. Mais Marie, toute géniale qu'elle était, elle n'était pas seule. À une époque où les droits des femmes étaient très peu avancés, Marie réussit dans un monde scientifique presque exclusivement masculin. Et malgré son intelligence remarquable qui lui permit de réussir facilement dans les études, Marie n'aurait jamais pu en arriver jusque-là toute seule. Sans son père qui la soutenait dans ses études, sans Bronia qui la fit venir à Paris,
Sans les conseils des scientifiques qui ont cru en elle, Lippmann, Becquerel, Kowalski, même Einstein, sans sa belle famille qui la soutint quand elle était au plus bas psychologiquement, et bien évidemment sans Pierre, soutien inconditionnel sentimentalement, scientifiquement et techniquement. Bref, elle fut accompagnée tout au long de sa vie par des hommes et des femmes formidables qui permirent à Marie Curie de devenir une référence mondiale. Et voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire à propos de la vie passionnante de Marie Curie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Non, ça fait trop classique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Abonnez-vous à la chaîne. Je sais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la pousser et à vous enchaîner. À la prochaine!